Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu niché, mais qui est au cœur de presque tout ce qu'on utilise. L'atelier d'usinage. C'est une excellente façon de le dire, parce que c'est vraiment là que le savoir-faire critique se trouve. C'est ça. Notre but, c'est de comprendre ce qui rend ces ateliers si particuliers. Ils ont un côté presque artisanal dans leur approche, mais en même temps, ils sont cruciaux pour des industries de pointe comme l'aérospatiale. Absolument. On va voir qu'ils sont à la croisée des chemins, là, confrontés à des défis technologiques énormes, et on va explorer comment certains innovent pour, pas juste pour survivre, mais pour vraiment tirer leur épingle du jeu. La question de fond, c'est un peu pourquoi ces PME sont-elles le maillon fort, mais aussi potentiellement le maillon faible de notre chaîne manufacturière? Exactement, c'est ça la question. J'aime ça. Alors, commençons par la base. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un endroit comme ça, c'est quoi un atelier d'usinage? Bonne question. La norme professionnelle nous donne une définition assez technique. C'est un lieu où on utilise des machines-outils, des tours, des fraiseuses, pour tailler, percer ou meuler des blocs de métal ou d'autres matériaux. Le but, c'est de fabriquer ou de réparer des pièces. Mais la clé, c'est la précision. Une précision diabolique qu'ils disent. Et quand on dit précision diabolique, là, on niaise pas avec le POC. On parle de tolérance de quelques millièmes de pouce. C'est minuscule. C'est l'épaisseur d'un cheveu divisé plusieurs fois. C'est cette précision qui permet à un moteur d'avion de tourner à des milliers de tours par minute sans exploser. Ou à une prothèse de hanche de s'intégrer parfaitement. Exactement. Sans ces ateliers, une bonne partie de l'économie moderne s'arrête net. Ce ne sont pas juste des fournisseurs, ce sont des facilitateurs d'innovation pour tous les autres secteurs. Et ce qui m'a vraiment surpris en lisant la norme, c'est leur poids économique. Je suis tombé sur un chiffre qui m'a jeté par terre. Ah oui. Au Québec, 41 de tous les machinistes du secteur de la fabrication métallique travaillent dans ces ateliers d'usinage. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi concentré. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, puis ça révèle quelque chose de fondamental sur leur modèle d'affaires. C'est là qu'on touche au contraste entre un atelier et, disons, une grande usine de fabrication, hein? Mhm. Dans une grande usine, un machiniste va peut-être produire 10 000 fois la même vis, le même support, pour un produit que l'entreprise fabrique elle-même. C'était travail de volume très standardisé. Exactement. L'atelier d'usinage, lui, c'est tout le contraire. Oui, les sources sont claires là-dessus. Ce sont des fournisseurs de services. Ils ne fabriquent pas leurs propres produits finis, ils répondent aux commandes de dizaines, voire de centaines de clients différents. Et dans des domaines qui vont de l'alimentaire au médical en passant par l'aérospatial. Souvent, ils vont fabriquer une seule pièce unique ou une toute petite série de 10. Pense à un chef cuisinier dans un restaurant de chaîne versus un traiteur pour des événements sur mesure. OK, j'aime ça. Le premier, il exécute une recette standardisée soir après soir. Le traiteur, lui, il doit inventer un nouveau menu pour chaque mariage, chaque conférence. Il doit s'adapter au client à ses contraintes. À ses goûts. C'est ça. L'atelier d'usinage, c'est le traiteur de la haute technologie. Chaque nouvelle commande est un nouveau problème à résoudre. C'est une super analogie. Ça nous amène directement à l'aspect humain. Parce que la complexité, elle n'est pas juste dans la pièce. Non, elle est dans le cerveau de la personne qui la fabrique. Voilà. La norme professionnelle le décrit vraiment bien. Les machinistes en atelier, ce n'est pas des simples opérateurs qui appuient sur un bouton vert. Pas du tout. Ils reçoivent un plan souvent complexe du client. Ils doivent l'interpréter, décider de la meilleure séquence d'opération, choisir les bons outils de coupe, programmer la machine. C'est un mélange de mathématiques, de physique des matériaux et d'expérience pure. Et c'est là que la valeur ajoutée se crée. Le savoir-faire n'est pas juste dans un bureau d'ingénierie loin du plancher de production. Il est incarné par la personne à côté de la machine. Oui, cette personne doit souvent dire à l'ingénieur du client « Ton plan est beau, mais dans la vraie vie, avec ce métal-là, ça ne marchera pas. Voici comment on devrait le faire. » Cette expertise pratique, c'est irremplaçable. On parle de gens qui font de la trigonométrie de tête pour programmer une machine qui coûte le prix d'une maison. On est loin, très loin de l'image de Charlie Chaplin dans les temps modernes. OK, mais si ce savoir-faire humain est si crucial, si avancé, ça nous amène à un paradoxe fascinant. Parce que le gros rapport de l'IRESEC, lui, nous dresse un portrait assez sombre. Il dit que le secteur manufacturier québécois, dans son ensemble, est en mode rattrapage en matière de robotisation. C'est ça. On a donc des centres de haute compétence humaine qui, collectivement, semblent tirer de la patte sur le plan technologique. Comment ça s'explique? C'est la question à 100 $.
Et si on regarde le portrait de la métallurgie, on voit que les freins sont multiples, surtout pour les PME. Qui composent la majorité de ces ateliers. Exact. Le premier réflexe, c'est de penser à l'argent. Et c'est vrai, un robot industriel avec l'installation, la programmation, ça peut vite monter à 100 000, 200 000 $ et plus. C'est un investissement majeur pour une petite boîte. J'imagine que pour un atelier qui fait des pièces uniques, justifier le coût d'un robot pour une tâche qui se répétera peut-être jamais, c'est pas évident. Exactement. Mais l'argent, c'est que la pointe de l'iceberg. Le plus grand obstacle, et c'est ça qui est contre-intuitif, c'est souvent le manque de planification stratégique. C'est-à-dire? Mais c'est une chose d'acheter un robot, c'en est une autre de savoir quoi faire avec. Une des sources mentionne un programme du CRIC et du RMTQ qui aide les PME à acquérir leur premier robot, et leur approche elle est géniale. Qu'est-ce qu'ils font? Avant même de parler de technologie, il force l'entreprise à faire une introspection profonde, à cartographier ses propres processus de production. Ils les forcent à faire leurs devoirs, en quelque sorte? Complètement. Et ce qui arrive souvent, c'est que les patrons réalisent qu'ils ne comprennent pas leur propre shop aussi bien qu'ils le pensaient. Ah. Ils découvrent des goulots d'étranglement, des inefficacités. L'idée, c'est qu'il ne sert à rien de plaquer un robot de 200 000 $ sur un processus qui est déjà tout croche. Il faut d'abord réparer le processus. C'est ça, parfois, juste en faisant cet exercice, ils trouvent des gains de productivité sans même acheter de robot. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour s'attaquer à un problème très coûteux, la gestion des outils de coupe. OK. Ces outils s'usent et si tu les changes trop tard, tu peux scraper une pièce qui vaut des milliers de dollars. L'IA analyse les données pour prédire le moment optimal pour changer l'outil. En gros, ils ont transformé un flot de données brutes et inutiles en informations stratégiques. C'est exactement ça. D'accord, l'idée est bonne, mais est-ce que ça a marché? Quels ont été les résultats? Les résultats, selon l'étude de cas, sont assez éloquents. On parle d'une augmentation mesurable des ventes par employé, d'atteindre de nouveaux sommets de rentabilité, une amélioration marquée de la ponctualité des livraisons. Ils ont réussi à faire plus avec les mêmes machines et le même personnel. OK, ça sonne presque trop beau pour être vrai. Les ventes augmentent, la productivité aussi, mais d'habitude, quand on parle d'automatisation, de suivi de la performance, la première réaction des employés sur le plancher, c'est la méfiance. Le fameux Big Brother's watching you. C'est ça. Y a-t-il eu de la résistance? C'est une excellente question et c'est souvent là que ces projets échouent. La clé de leur succès, semble-t-il, ça a été la façon dont ils ont présenté et utilisé l'outil. Ce n'était pas pour punir? Non, ce n'était pas un système de surveillance pour punir, c'était un outil de collaboration. L'information n'était pas juste pour les patrons dans leur bureau, elle était accessible à tout le monde sur le plancher. Ah, OK. Le machiniste pouvait voir en temps réel sa performance, comprendre les blocages et participer à leur résolution. Ça a rehaussé leurs compétences. Ils sont plus juste des opérateurs, ils deviennent des analystes de leur propre poste de travail. Donc, on a valorisé leur expertise au lieu de la diminuer. Précisément, leur savoir-faire a été capté, modernisé et amplifié par la technologie. Ça a permis de pallier en partie la pénurie de main-d'œuvre. À rendre chaque employé plus efficace. Oui, et la cerise sur le gâteau, l'entreprise a pu verser un boni de productivité à ses employés. Ça aide à convaincre n'importe qui que la modernisation, c'est gagnant-gagnant. C'est un modèle fascinant. Humain. En optimisant leurs opérations de l'intérieur, grâce aux données et à l'implication des employés, ils peuvent rivaliser avec n'importe qui sur la qualité et la fiabilité. Ils ne se battent pas sur le prix du salaire horaire, ce serait une bataille perdue d'avance. Ils se battent sur l'intelligence de leur processus. Et c'est là qu'ils peuvent gagner. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le premier point qui me frappe, c'est que les ateliers d'usinage, ce ne sont pas de simples sous-traitants interchangeables. Non. Ce sont des pôles de savoir-faire complexes, des piliers essentiels et parfois fragiles de notre écosystème manufacturier. Et leur plus grand défi, ce n'est pas juste d'adopter la technologie. Le défi, c'est de l'intégrer de manière stratégique et intelligente. Une façon qui augmente la valeur de l'expertise humaine déjà présente, au lieu de chercher bêtement à la remplacer. On a vu que l'achat impulsif d'un robot peut être une erreur coûteuse si le processus de base n'est pas maîtrisé. Et le succès de tout ça repose sur une idée simple mais puissante. Valoriser et impliquer les gens qui font le travail.
Exactement. L'intelligence dans l'atelier intelligent vient autant de l'humain qui questionne la donnée que de l'algorithme qui la traite. C'est un partenariat, pas un remplacement. Pour finir, j'aimerais qu'on se projette un peu dans l'avenir. Nos sources se concentrent beaucoup sur l'usinage traditionnel, la fabrication par enlèvement de matière. On part d'un bloc et on enlève des copeaux. Mais le rapport de l'IRESIC mentionne en passant une autre technologie qui monte en puissance, l'impression 3D. La fabrication additive, c'est un changement de paradigme complet. Au lieu d'enlever de la matière, on en ajoute couche par couche. C'était surtout pour faire des prototypes avant, non? Oui, pendant longtemps. Mais la technologie évolue à une vitesse folle. Aujourd'hui, on commence à imprimer en 3D des pièces finales, fonctionnelles pour des moteurs d'avion, par exemple. Et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir de nos ateliers. C'est la pensée que je veux laisser à notre auditoire. Face à cette révolution, quel sera le rôle de l'atelier d'usinage traditionnel de demain? Bonne question. Est-ce qu'ils deviendront des super spécialistes de la finition? Parce que même une pièce imprimée en 3D a souvent besoin d'un usinage de très haute précision pour atteindre les tolérances finales. C'est une voie possible. L'autre, c'est qu'ils devront eux-mêmes intégrer ces technologies additives au cœur de leurs opérations. Devenir des ateliers hybrides, capables de choisir la meilleure méthode pour chaque projet. Enlever ou ajouter de la matière? Exactement. La réponse à cette question-là, ça va pas mal définir le visage du secteur manufacturier québécois pour les décennies à venir. C'est tout un défi, mais c'est aussi une opportunité incroyable.